Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, nous remercions le bon Dieu de nous avoir donné vie et santé, de revenir sur cette antenne de Océan FM, plus précisément sur la 98.7 pour faire l'analyse de l'actualité politique nationale. Aujourd'hui, nous avons une fois de plus le plaisir de recevoir le consultant de l'émission, M. Ibrahim Hindé-Diadjeba. M. Ba, bonjour. Bonjour Abdou. M. Ba est un ancien acteur politique. Il a milité au Parti socialiste. Il a également cheminé sur la scène politique sénégalaise pendant des années avec des leaders politiques charismatiques comme Djibo Leyti Ka et le ministre d'État Habib Sy. Si nous l'avons choisi comme consultant pour cette émission, c'est tout simplement son vécu, son expérience et son dynamisme. Et surtout, il aime partager son savoir-faire, son savoir-vivre avec la nouvelle génération. N'est-ce pas, M. Ba? Bien sûr, merci beaucoup. M. Ba, je vous laisse saluer nos chers auditeurs. Merci beaucoup, Abdou. Je vous salue tout d'abord. C'est un grand plaisir pour moi de revenir ici à notre émission sur l'actualité nationale, un peu de tout quand même. Et à travers votre antenne, je voudrais quand même remercier votre directeur général, les techniciens et tous les membres de l'entreprise. M. Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop, voilà. Que nous saluons au passage. Vraiment, j'ai pris pour la radio, la télévision et en un mot l'entreprise. Alors donc, je dis bonjour aussi à mes parents, Peul, qui sont là-bas à Dayan Gassel. Et sans oublier aussi ceux de mon quartier à la Cité des Nations Unies, mes enfants surtout. Donc, en un mot, je dis bonjour à tout le monde. Merci, M. Ba. Alors, la politique a vraiment changé de pratique. La manière dont on fait de la politique est différente aujourd'hui de la manière dont on le pratiquait auparavant. Les donnes ont changé, les stratégies, les contenus, les messages, l'évolution des mentalités, les technologies naissantes avec l'avènement des réseaux sociaux. Alors, quelle analyse faites-vous dans toutes ces nouvelles données-là? Merci beaucoup, Abdou. C'est difficile quand même d'analyser la politique présentement. Parce que vraiment, quoi qu'on puisse dire, elle a beaucoup changé, c'est vrai. Parce que en son temps, nous, on avait une politique d'idéologie. On défendait des idéologies, des doctrines. C'était ça le sens de notre politique. Aujourd'hui, la politique en tant que telle, elle a perdu beaucoup de sa substance. Alors donc, c'est surtout des intérêts personnels, des intérêts matériels, etc. C'est ça, par exemple, ce que les gens appellent politique aujourd'hui. Donc, pratiquement, il y a une très grande différence entre la politique d'antan et la politique d'aujourd'hui. Et tout ça, c'est au niveau des acteurs, de ceux qui les incarnent, de ceux qui font de la politique. C'est ça le problème fondamental. Alors, donc aujourd'hui, la politique quand même, permettez-moi de le répéter encore, elle a beaucoup perdu de son sens, de sa substance. Donc, très difficile aujourd'hui de faire de la politique parce qu'il y a beaucoup d'intérêts là-dedans. Tout à fait. Il y a beaucoup d'intérêts. Si les intérêts étaient des intérêts généraux, il n'y aurait pas de problème. Mais malheureusement, il y a trop d'intérêts personnels, il y a trop d'égoïsme, excusez-moi du terme, mais c'est très difficile aujourd'hui de faire de la politique. Est-ce que dans cette nouvelle réalité qui n'échappe à personne, croyez-vous au Sénégal que les partis politiques traditionnels
comme le PS, le PDS, l'AFP, l'Alliance des forces de progrès, ne risque-t-il pas de s'effondrer dans la nature? Bon, il n'y a que deux partis traditionnels présentement. C'est le Parti socialiste qui est en fin de règne et le PDS. C'est tous des partis qui sont en train de disparaître. L'AFP, l'URD, les autres partis, Réumi, etc. Tous ces partis-là sortent des flancs de ces partis que je viens de citer. Tout à du fait. Parti socialiste ou du PDS. PDS. Donc vraiment, c'est des partis, pour ne pas qu'ils disparaissent, il faut vraiment les rénover le plus rapidement possible. Les mettre à jour. Parce que, quoi qu'on puisse dire, le dirigeant commence à prendre quand même de l'âge et l'électorat a tellement changé que maintenant il faut créer des partis nivelés avec l'électorat d'aujourd'hui. Donc il faut impérativement un changement de paradigme. Pour pouvoir survivre. C'est ça. Ou même rivaliser les nouveaux partis politiques naissants comme le PASTEF, République des valeurs, Sénégal bu ñu bëgg, ànd ci dëgg, alors Sàmm Sunu Moomeel, Askan Wi, Sénégal ca kanam, etc. Ce ne sont pas les partis en tant que tels, ce sont les dirigeants. Parce que c'est des nouvelles appellations même D'accord, c'est des appellations, un parti politique, le plus souvent c'est comme ça. Mais c'est les dirigeants. L'important c'est les dirigeants. C'est ça le problème. Même au niveau de l'AFP, au niveau du Parti socialiste, Réumi, tout cela. S'ils mettent par exemple des jeunes dynamiques, capables quand même de rénover le parti, il n'y a aucun problème. Le parti restera en tant que tel, en tant que parti. Mais il faut nécessairement des dirigeants jeunes. Des dirigeants jeunes comment dirais-je, qui incarnent aujourd'hui, comment dirais-je, la politique contemporaine. Tout à fait. C'est ça. Mais Moucheba, ce qu'on constate, les leaders pragmatiques de ces partis traditionnels ne lâchent pas le morceau. Aminata Mbengue Ndiaye au PS, Karim Meïssa Wade au PDS, Moustapha Niasse à l'AFP, Idrissa Seck à Réumi, Khalifa Seck Taxawu Sénégal. Ne risquent-ils pas de tuer leur parti s'ils insistent comme leader charismatique? Mais c'est ça le problème fondamental. C'est ça qui va arriver. Parce que l'électorat d'aujourd'hui, c'est un électorat tout jeune. Déjà, le président de la République nous a indiqué la voie. Il est très jeune, il a 44 ans. Et dis-toi que le prochain président de la République ne sera pas plus âgé que l'actuel président. Et ce sont les jeunes qui l'ont élu. Ce sont les jeunes qui l'ont élu. Donc, il y a beaucoup de jeunes, présentement, l'électorat d'aujourd'hui, qui ne connaissent pas le Parti socialiste. Tout à fait. Qui ne connaissent pas bien le PDS. Donc, vraiment, l'électorat a changé. Il faut que les dirigeants aussi changent. S'ils ne partent pas, c'est le parti qui va mourir avec eux. C'est ça le problème fondamental. Donc, il faut nécessairement un changement de paradigme forcé. Pour que, par exemple, il faut rénover les partis en un mot. Tout à fait. C'est le moment de les rénover. C'est ça. Ok. Alors, est-ce qu'actuellement, tout parti politique qui veut survivre sur la scène politique nationale et même internationale ne doit pas privilégier la jeunesse, c'est-à-dire nommer un jeune à la tête du parti? Mais c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. D'ailleurs, la retraite, elle existe partout. Il faut que les gens apprennent à prendre leur retraite. C'est ça qui est normal. Senghor nous a appris tout ça. Tout à fait. Senghor, ouais. En 1974, il a rénové le Parti socialiste. Ouais. Il a enlevé tous les barons, les vieux conseils, il a amené des jeunes. Abdou Diouf, c'est ce qu'il a voulu faire, mais malheureusement, il a mal fait, d'une manière qui n'était pas trop démocratique. Mais donc, les partis, il faut les rénover. Abdoulaye Wade pouvait bien le faire, mais malheureusement, la façon dont il l'a fait, c'est pas ça qui a été souhaité. Tout à fait. Parce qu'il a voulu transmettre le parti à son fils. Donc c'est ça le problème fondamental. Tout à fait. Donc, mais aujourd'hui, tous ces gens-là, ils doivent décrocher. Parce qu'au Parti socialiste, comme tu as dit, les Aminata Mbengue Ndiaye et consorts, mais malheureusement, Aminata Mbengue Ndiaye, à son âge, je ne dis même pas à son âge, avec son état, de sa santé, tout à fait. Tout à fait. Aussi important que le Parti socialiste. Même Khalifa, c'est fini. C'est fini, les Khalifa, les Idrissa Seck, même Karim Wade que vous voyez là. Ouais. Mais c'est fini. Ouais.
C'est fini, l'électorat a beaucoup changé. Donc c'est l'électorat qui va changer, comment dirais-je, les dirigeants des partis socialistes, autant pour moi des partis politiques. Et l'exemple est là, des jeunes qui sont venus de nulle part, qui il y a 10 ans de cela, on ne les connaissait pas, et qui sont là au pouvoir actuellement, présentement. Ça, c'est un exemple patent. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, parce que, c'est, comme on le dit, c'est un diamant là. Tout à fait. Alors, donc, ils ont profité de la situation, ils ont bien regardé la situation, ils ont bien regardé le terrain politique, et ils ont compris tout de suite que c'est notre temps. Voilà. Alors, si on refuse la réalité, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va vivre l'hécatombe. Le déclin total. Mais bien sûr. Alors, on va changer un peu de sujet. C'était une petite introduction. Oui, j'ai vu. Alors, on va toucher l'actualité, l'affaire du contrat d'armement de 45 milliards. En 2024, l'affaire du contrat d'armement de 45 milliards de francs CFA accordé au sulfureux marchand d'armes nigérian Aboubakar Himan avait fait scandale. Alors, plusieurs autorités sénégalaises avaient été citées dans ce contrat-là. Pour sa défense, le gouvernement d'alors évoquait une commande destinée aux forces de défense et de sécurité, notamment pour les agents des eaux et forêts, afin de leur fournir des équipements de sécurité pour qu'ils puissent faire face aux délinquants lourdement armés. Est-ce que dans une république organisée, c'est le ministre de l'Environnement qui doit gérer ces genres d'affaires-là, du contrat d'armement, ou c'est spécifiquement à l'armée? Je ne maîtrise pas trop, mais je sais quand même que c'est une nébuleuse. Alors donc, je ne sais pas exactement qui doit faire la commande de ces armes et pour quelle destination aussi. Parce que bon, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais je sais que c'est une nébuleuse. J'ai entendu le Premier ministre en parler. Tout à fait. Pour dire que c'est une affaire qu'il va tirer au clair. Oui, d'ailleurs, le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné l'urgence de procéder à l'audit des ressources financières importantes mises en place par l'État dans cette affaire-là. Parce que bien avant qu'il n'arrive au pouvoir, il en parlait déjà. Bien avant qu'il arrive au pouvoir, ils ont toujours dénoncé ça. Donc aujourd'hui, arrivé au pouvoir, Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Donc j'ai compris sa façon de fonctionner. C'est quelqu'un qui ne lâche pas le morceau. Alors donc, étant dans l'opposition, il l'a dénoncé. Et présentement aussi, je l'ai écouté avant-hier, quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux. Mais il a relancé ce débat, comme quoi que il y aura, on va mettre la lumière. Donc je crois qu'ils iront jusqu'au bout. Ils ont peut-être les moyens qu'il faut pour comprendre pourquoi ces armes ont été commandées, combien ça leur a coûté, et c'était pour quel but, et qui a commandé, et qui ne devrait pas commander. Et ça, c'est des choses qu'il faut tirer au clair, et je crois qu'il va le faire. Et le problème, c'est que les agents des eaux et forêts et chasse, crient toujours le manque d'armes pour faire face à leurs ennemis. Donc, est-ce que réellement cette somme d'argent leur est arrivée? Justement, c'est ça qu'il faut enquêter. C'est ça qu'il faut enquêter, parce que comme ils ont commandé des armes pour cette institution, et malheureusement, jusqu'à présent, cette institution réclame des armes, il n'y a pas d'outils. Donc, c'est une chose qu'il faut tirer au clair. Moi, je crois que c'est ça la solution. Il faut tirer au clair. Et une fois que c'est tiré au clair, je crois que le problème sera réglé. On saura qui est responsable. Qui est responsable. Et en quoi il est responsable. Ça, c'est évident. Ok. Donc, des audits sont nécessaires non seulement sur cette affaire-là, mais sur tous les plans. Surtout. Ok. Alors, le gouvernement fraîchement établi de Diomaye Sonko
fait l'objet d'une tentative de déstabilisation orchestrée, ce qu'on a constaté ces temps-ci, par une entité, une partie de la presse. On a convoqué même des journalistes pour une enquête à la justice. Alors, est-ce qu'il n'est pas impératif que le gouvernement, parce que ce qui se passait là, vraiment, tout le monde a déploré ça, que le gouvernement adopte une position ferme, en finir avec les attaques-là, non fondées surtout. Oui, tu sais, on n'a pas tenu l'émission, ça fait presque 2 mois. C'était à la veille de la formation du gouvernement. Donc je reviendrai un peu sur la formation du gouvernement. Oui. Pour démontrer ma satisfaction sur tout ce qui a été fait jusque-là. Parce que déjà, ce gouvernement d'une taille moyenne, vraiment c'est une première au Sénégal. Et ensuite, les nominations. On a remarqué que pratiquement, comme on a l'habitude de le dire, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est des jeunes pratiquement dynamiques. Et ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est au niveau des ministères clés. Les hommes, les autorités qui sont au niveau des ministères clés, au niveau au ministère de la Justice, M. Ousmane Diagne. Au niveau de l'intérieur, on a un haut gradé, c'est Tine. Et ensuite, au niveau des forces armées, il y en a un autre gradé, M. Diop. Donc ça, ce sont ça montre que on peut espérer une sécurité. On peut espérer une sécurité, une tranquillité, une bonne gestion. Une bonne gestion, parce que c'est des gens que je connais pratiquement, ou bien que j'ai appris à connaître. Ils ont un passé glorieux. C'est des gens exemplaires. C'est des messieurs exemplaires autant pour moi. Donc vraiment, ils sont rassurants. Je suis persuadé que même le président de la République, en cheville avec le Premier ministre qui les a nommés, il ne peut pas leur manipuler. Il ne peut pas les manipuler. Ça, j'en suis persuadé. Alors donc, c'est rassurant. C'est rassurant de ce côté. Alors maintenant, les Sénégalais, ils ont un problème d'adaptation. Surtout ça. Ils ont un problème d'adaptation. Ils n'arrivent pas à comprendre que il y a Ousmane Sonko et le président Diomaye ont changé de statut. Parce qu'ils ne sont plus les Sonko, les Diomaye de 2021, 22, 23. Dans l'opposition. Voilà. Donc, ça, c'est un problème. Macky Sall l'a vécu en 2012. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ses camarades du parti du PDS avaient du mal à digérer, à le comprendre en tant que président de la République. À même digérer. Oui, bien sûr. Ils ne pouvaient pas comprendre que Macky Sall arrive président de la République. On s'en rappelle très bien. Ils l'ont connu, comment dirais-je, d'une certaine manière. Alors donc, pour eux, bon, c'est une simple personne. Alors, il y a certains même qui disaient qu'il faisait du thé comment dirais-je, à Idrissa Seck. D'autres disaient que Bokalla, nangam ak nangam, tu vois. Ils l'ont tellement minimisé. Très bien. Il a fallu qu'il sorte la cravache. Il a mis Karim en prison. Il a mis le maître Sall. Amadou Sall en prison. Amadou Sall qui était en prison. Oui, tout à fait. Il a consigné les Ousmane Ngom et les Oumar Sarr. D'ailleurs, un jour, Ousmane Ngom était dans les régions, c'est un hélicoptère qui est allé le prendre. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à comprendre que Macky Sall, il est président de la République. De la République, tout à fait. Cela aussi. Ils n'ont pas encore, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à comprendre que Diomaye et Ousmane Sonko ont changé de statut. L'autre, l'un, il est président de la République, l'autre, il est le chef du gouvernement, premier ministre. Donc, ils ont changé de statut. Ils sont protégés par des lois et des règles. Donc, si les gens s'aventurent jusqu'à présent à croire qu'ils sont toujours dans l'opposition, c'est les Ousmane Sonko, les Diomaye de 2021-2022, ils vont se tromper. Autre chose, depuis 1996,
depuis 1996, tout juste 4 ans avant le départ de Abdou Diouf, la politique a commencé quand même, au lieu de convaincre, mais c'est de corrompre. Ouais. La politique avait cessé de convaincre, mais ne faisait que corrompre. Ouais. Abdou Diouf, pour faire de la place à Ousmane Tanor Dieng, ils ont sorti beaucoup d'argent, ils ont déchiqueté le parti, ils ont, comment dirais-je, bâillonné certains responsables pour installer Ousmane Tanor Dieng. Abdoulaye Wade, lorsqu'il est venu lui aussi, il a fait de même. Parce qu'Abdoulaye Wade, en venant au pouvoir, il n'avait pas un grand parti. Il est venu au pouvoir avec une coalition. Il est venu au pouvoir avec une coalition. Avec les Dansokho. Oui, il y avait une coalition avec la gauche. Ouais, la gauche. Les Moustapha Niasse et les Bakili, les Landing, les Dansokho, etc., les Abdou Fall. Tout à fait. C'est avec cette coalition qu'il est venu au pouvoir. Donc son parti n'était pas si costaud. Donc il a voulu gouverner avec cette coalition. Lui aussi. Après, ils ont fait comme CAP 21, il appelait la CAP 21. Tout à fait. Alors lui aussi, pour pouvoir, comment dirais-je, faire renaître son parti, il a sorti beaucoup d'argent. Dans tous les compartiments. Ouais. Dans le milieu maraboutique, dans les villages. Partout, ils ont mis de l'argent pour corrompre les gens, pour qu'ils reviennent, pour qu'ils viennent quand même remplir son parti. Voilà. D'ailleurs, c'est à cette période-là où on a commencé à parler des milliardaires au Sénégal. Justement. Donc, Macky Sall était là-dedans. Ouais. Il était dans le gouvernement. Ouais. Maintenant que Macky Sall est arrivé, lui, c'est en 2012. Lui aussi, il est arrivé au pouvoir avec une coalition. D'ailleurs, c'est avec cette coalition qu'il a gouverné pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Parce qu'il n'avait pas de parti politique. Il avait tout juste un mouvement. La coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, lui aussi, avec les strapontins et l'argent, donc, il a créé lui aussi, comment dirais-je, des milliardaires, etc. Tu vois ce que ça fait. Donc, l'argent et les strapontins de ces dernières années-là, de ces des décennies passées-là, ont gâté beaucoup de caractère et beaucoup de comportements. Beaucoup de nos caractères et beaucoup de nos comportements. Donc, on a perdu beaucoup de nos valeurs à cause de l'argent, à cause des strapontins. Et tout ça, les 4 dernières années de Abdou Diouf, c'est-à-dire, pour ne pas dire les 4 années de Ousmane Tanor Dieng, les 12 ans d'Abdoulaye Wade et les 12 ans de Macky Sall. Donc, tu peux dire que cette jeunesse n'a connu que l'argent. Ouais. Les professeurs ont abandonné les classes, les médecins ont abandonné les classes. Ils sont tous partis faire de la politique pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, et ils gagnent facilement de l'argent. Bien justement, parce qu'ils ont trouvé que de faire de la politique, tu gagnes beaucoup plus de l'argent en restant à un Donc ça fait partie des problèmes qui existent. Et ça, c'est un mal très profond qu'il faut remédier. Justement, c'est un mal très profond. C'est pour cela que j'ai commencé depuis 1996. Un rappel historique. Alors, tout à fait. Donc ces gens, ils n'ont vécu que sur ça, croyant qu'il n'y a que ça qui existe. Et présentement, ce que vous avez insinué ici tout à l'heure pour dire qu'il y a... on veut vouloir, comment dirais-je, déstabiliser le pouvoir. Ouais. Mais c'est tout ça, c'est à cause de l'argent. Ouais. Parce que, et autre chose aussi... Est-ce qu'ils n'ont pas reçu un financement extérieur ou bien venant il y a 2 raisons. De leaders politiques? Quelles sont ces 2 raisons-là? Il y a 2 raisons. Ouais. L'une, d'abord, comme tu as dit, c'est, tu sais, le sevrage. C'est très difficile. Des gens qui manipulaient de l'argent, qui gagnaient de l'argent facilement. Un bonjour, on leur dit que ça y est, il n'y a plus ça. Ouais. C'est difficile de digérer cela. Tout à fait. Autre chose aussi, les dignitaires du régime passé, tu sais, ils ont fait beaucoup de bêtises financières. Alors donc, sachant que ce régime-là, il est sur la bonne voie. Sur la bonne voie de découvrir, comment dirais-je, les cachettes. Toutes ces malversations financières. Ils disent qu'il faut perturber pour leur détourner de l'objectif. Parce que ces gens qui parlent là, ces activités et les activistes qui parlent là, mais c'est des hommes armés, c'est des bras armés. Ouais. C'est des bras armés, des dignitaires tapis dans l'ombre qui sont mal en point. C'est ça le problème fondamental. Tout à fait. Alors donc, M. Ba, le nouveau gouvernement va faire face à une opposition
très riche, bien doté financièrement et qui veut déstabiliser ce pouvoir avant les échéances futures. Qu'en dites-vous réellement? J'ai sorti un post sur ça. J'ai dit Ousmane Sonko, parce qu'il n'attaque Ousmane Sonko. Il considère que c'est Ousmane Sonko l'élément dangereux. Le manipulateur. Il est considéré comme l'homme belliqueux. Alors, il épargne Diomaye. Et moi, quelque part, connaissant l'être humain, je sais que Diomaye est beaucoup plus dangereux qu'Ousmane Sonko. Il est très rigoureux. Justement, c'est ça. C'est-à-dire que il manque de connaître tout cela. Ils n'ont pas le même caractère, simplement. Voilà, parce que l'autre est considéré comme belliqueux. Comme belliqueux, voilà. Mais pourtant, il est beaucoup plus facile de négocier avec Ousmane Sonko que de négocier avec Diomaye. Avec Diomaye. Psychologiquement, il faut connaître l'être humain pour pouvoir quand même le définir. Mais l'exemple du président Abdou Diouf. Abdou Diouf, c'était un président très calme. On l'entendait rarement. J'ai voulu te dire, regardez Diomaye comme vous regardez Abdou Diouf. Il faisait pratiquement la même chose. Tout à fait. Alors j'ai écrit un post sur ça. J'ai dit Ousmane Sonko qui s'est battu pendant 3 ans à main nue contre un pouvoir qui avait tous les moyens, des armes conventionnelles comme non conventionnelles. Et en fin de compte, le chef a fini par abdiquer. C'est parce que Ousmane Sonko là aujourd'hui, qui a tous les pouvoirs, toutes les armes, tous les moyens, qui va fléchir devant une opposition mal en point. Ça, c'est une très bonne analyse. Il faut qu'il fasse très attention. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui est très courageux. Et il sait où il va. Et il y va avec beaucoup de courage. Parce que les premiers pas qu'ils ont posés présentement, tous les Sénégalais qui aspirent à un avenir meilleur, ils sont tous d'accord. Ils ont salué ces actes posés-là. C'est ça le problème. Parce que ce qu'ils ont posé, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation du gouvernement, en commençant par sa taille, les nominations, les actes qu'il pose sur l'agriculture, comment dirais-je, sur l'élevage, les dettes qu'ils sont en train de payer présentement, les assises en vue. Non, c'est-à-dire, ils sont en train de poser des actes très forts qui vont dans le sens de rénover, de reconstruire ce pays pour l'avenir. Et ça, c'est important. Très important. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens pensent quand même à l'avenir, à nos petits-enfants. Parce que Ousmane Sonko, s'il ne s'était pas sacrifié pour ce pays-là, dis-toi que on allait vivre un despotisme, pour ne pas dire une dictature du régime de Macky Sall. Oui, parce que si on se rappelle, le président Macky Sall avait déjà plié toute l'opposition. Mais à part Ousmane Sonko, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il avait dit, je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et il l'a réussi. Bien sûr. Il l'avait réussi. N'eût été le sacrifice de Ousmane Sonko, je te dis que... Mais il allait nous imposer des mandats illimités. Tout à fait. Un despotisme éclairé, pour ne pas dire une dictature. Même le peuple avait plié. Mais tout le monde. Tout le monde. Je te dis, il fut un certain temps, sérieusement, il régnait en maître dans le pays. Mais je te fais une révélation. Parce que même les entités maraboutiques, tout le monde, les chefs coutumiers, tout le monde a été plié. Il a gavé tout le monde. Il a gavé tout le monde. Il a gavé tout le monde de telle sorte que personne ne pouvait parler. Tout à fait. Quand on a la bouche pleine, soit on ne parle pas, soit quand on parle, c'est pas clair. Et il a gavé tout le monde. Ça, on l'a vécu. Mais je te dis, personnellement, on était arrivé à un moment où, personnellement, si je suis invité à une émission, tous mes parents me demandaient de faire attention. Il faut faire attention. Il faut voir ce que tu dis. Il faut nangam. Tu vois ce que ça fait. Et ça nous rappelle les pratiques de Yaya Jammeh en Gambie. Parce qu'en Gambie, personne n'osait parler de... Je te dis, on a vécu une dictature. Moi, personnellement, j'ai signalé des voleurs. On a failli me coffrer pour ça. Tout à fait. Le seul fait de signaler des voleurs qui ont été... comment dirais-je, attrapé par la gendarmerie, relâché. Après, j'ai failli être coffré à cause de ça. Même on a constaté, après une émission dans les plateaux, alors la police était là, alors automatiquement, quand tu parlais contre le président de la République, et on t'amène à la prison directement. On a vécu une dictature.
Moi, j'étais vraiment déçu de Macky Sall. Quoi qu'on puisse dire. Pour quelqu'un, depuis 1974, j'ai fait de la politique. J'ai travaillé avec Senghor, j'ai travaillé avec Diouf, j'ai travaillé avec Wade, j'ai travaillé avec lui. Mais ce que Macky Sall a fait dans ce pays-là, non. Et pourtant, les gens l'ont élu en ayant espoir de redresser ce pays, de le mettre sur la voie du développement. Moi, j'avais tellement d'espoir en lui. Mais ce qu'on a constaté, vraiment, avec toutes ces réalisations qu'il a pu faire, alors les habitudes, les comportements, il a tout détruit. Toutes les bonnes habitudes et les bons comportements des Sénégalais, en fin de compte, son régime a tout gâté. Alors. Maintenant, ces gens qui parlent, ils ne font que vouloir déstabiliser, comment dirais-je, le pays pour ne pas que ces jeunes-là, quand même, pour le détourner de leur objectif. Mais je crois qu'ils ne vont pas réussir. Ça, moi, je le dis clairement. Et s'ils arrivent à le réussir aussi, je te dis, Abdou Diouf, il faut comprendre qu'ils sont là minimum pendant 5 ans. Ouais. Donc aujourd'hui, s'ils ne leur laissent pas travailler, mais nous allons tous vivre les problèmes. Tout à fait, tout à fait. Nous allons tous souffrir. Tout à fait. Parce que le fait de vouloir déstabiliser le régime, ça ne peut pas ramener Macky Sall. Ouais. Macky Sall ne reviendra plus jamais, c'est fini. Parce que les Sénégalais, quand ils te sanctionnent, c'est fini, c'est pour de bon. Pour de bon. Alors, donc, M. Ba, l'ancien même chef de l'État du Sénégal, le président Macky Sall, avait fait des appels à la mobilisation adressés à ses compagnons de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, dont il reste le leader contre ce nouveau régime. Alors, il avait fait des appels à la mobilisation contre ce régime. Alors, son immixtion dans la vie politique nationale risque de mettre mal à l'aise le Maroc et la France. Alors, ils lui ont demandé de se montrer discret au sujet des questions politiques internes sénégalaises. Quelle appréciation faites-vous? Mais non, bien sûr, parce que j'ai suivi ça. Il a été vraiment... Je ne sais pas le terme qu'il faut utiliser, je ne voudrais pas dire petit, mais vraiment, ça, c'est des choses qu'un chef d'État, qu'un ancien chef d'État devrait éviter. Parce que Senghor ne l'a jamais fait, Abdou Diouf ne l'a jamais fait, Abdoulaye Wade ne l'a jamais fait. Et pourtant, Abdoulaye Wade, il pouvait bien le faire parce qu'il est resté secrétaire général de son parti. Et Abdoulaye Wade avait même demandé à ses partisans de le soutenir, d'aller aider le président Macky Sall. C'est parce que, comme je te l'ai dit, Macky Sall a peur que les gosses là découvrent la vérité. C'est ça son problème. Il sait où ils vont. Parce que ces jeunes-là, ils sont bien informés avant qu'ils n'arrivent au pouvoir. Tout à fait. Ils avaient toutes les informations, tous les renseignements nécessaires avant qu'ils n'arrivent au pouvoir. Donc, présentement, ils ne font qu'exécuter. Et, je te dis une chose, ils vont ficeler des dossiers solides parce qu'ils ne vont pas échouer. C'est pour cela que ça prend une certaine lenteur. Parce qu'ils y vont avec des pas sûrs. Parce qu'ils vont ficeler un dossier très solide que personne ne pourra revendiquer. D'ailleurs, c'est pour ça que les Sénégalais, les jeunes Sénégalais ont confiance en eux pour qu'ils aillent jusqu'au bout sur leur logique. Mais s'il ne le fait pas, ce sera une déception. Ouais. Parce que c'est des choses visibles à l'œil nu. On l'a vécu. Ça fait même pas 3 mois. Alors, donc, même les décisions que Macky a eu à prendre avant de partir, tout ça, c'était une façon de vouloir les mettre en mal avec les populations, avec les journalistes, avec les magistrats, etc. Il a pris toutes ces décisions-là pour le mettre en mal avec ces gens-là. Parce qu'il savait que ces décisions n'étaient pas bonnes. Tout à fait. C'est des décrets qui n'étaient pas bons, c'est des décrets qui n'étaient pas favorables. Ouais. Mais c'était pour les mettre en mal avec les, comment dirais-je, les destinataires de ces décrets. Ouais, parce qu'il savait qu'il va quitter le pouvoir, donc il devait, par élégance vraiment républicaine, alors il ne devait même pas signer ces genres de décrets-là. Mais malheureusement, tu as vu, il a tout annulé. Ouais. Maintenant, c'est ce qu'il voulait pour qu'il l'annule et le mettre en mal avec la population. Les destinataires. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, on sort un peu sur ça. Oui. Il y a un fait qui
qui fait le tollé de l'actualité au Sénégal, l'affaire du limogeage du général Souleymane Kandé et son affectation à New Delhi, en Inde, alors qui fait un grand bruit. Alors, il a été vu par certains comme une sanction. Ma question sur ce fait-là, est-ce que un décret présidentiel doit être remis en question sur ces genres d'affectation-là? Le président de la République, c'est lui qui nomme au poste civil et militaire. Ouais. Point trait. C'est lui qui nomme au poste civil et militaire. Donc, personne ne peut attaquer un décret présidentiel. C'est un décret qu'il avait nommé, non? Oui. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est un autre décret qu'il a nommé. Le seul fait, par exemple, qu'on lui donne un poste inférieur, parce que le poste, on ne peut pas dire que le poste, il est destiné qu'au colonel. Alors, de toute façon... Il y a des généraux dont on confie des postes politiques. Il a été nommé attaché d'ambassade. Attaché militaire. Attaché militaire. Il dit que c'est... On a dit que c'est pour des colonels. Ouais. Lui, il est général. Mais parce que d'habitude, on a l'habitude de donner ça à des colonels, c'est tout. Mais aujourd'hui, si le président prend la décision de donner ça à un général, il n'y a rien à dire. Ouais. Il n'y a rien à dire. Donc vraiment, c'est des détails. Je crois que lui, en question, il n'y a que deux choses. Il rejoint ou bien il démissionne. Il démissionne, oui. Parce que le décret a été déjà signé. Donc, on doit l'appliquer à la règle. Il faut l'appliquer. Oui. Soit il rejoint, soit il démissionne. Okay. Alors, je rappelle que le général Souleymane Kandé était jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre et chef des forces spécialisées de l'armée sénégalaise. Tu sais, les décrets du président de la République ne sont pas motivés. Il ne doit pas motiver ces décrets. Il prend une décision, c'est terminé. Les Sénégalais n'ont pas le droit de lui demander pourquoi tu prends cette décision. C'est le chef d'État. C'est le président de la République du Sénégal. Et il a les prérogatives. Il a les prérogatives, il a toutes les prérogatives. Ouais. Donc il n'a pas à s'expliquer sur une décision prise. C'est ça que les gens doivent comprendre aussi. Parce que aussi, il faut que les gens apprennent, commencent à comprendre que Bassirou Diomaye Faye, c'est le président de la République du Sénégal. Sénégal, tout à fait. Tout à l'heure, je t'ai dit que les Sénégalais ont un problème d'adaptation. D'adaptation, tout à fait. Alors, s'ils n'ont pas encore oublié que Diomaye n'est plus le Diomaye de 2021 et de 2022, ils vont faire des bêtises. Et des bêtises qui vont leur coûter cher. Un président de la République, Abdou Diouf, c'est pas du tchahad. Ouais. Un premier ministre, c'est pas du tchahad. Ouais. Même le ministre, c'est pas du tchahad. À plus forte raison, un président de la République. Tout à fait. Le président de la République, il est protégé. Voilà. Donc il faut que les gens le comprennent aussi. Et ensuite, il est le chef suprême des armées. Il est le chef suprême des armées. Des armées. D'accord. Alors, merci. Nous vous rappelons que nous recevons M. Ibrahima Hindé Diadjeba, qui est le consultant de cette émission, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour discuter sur les faits saillants de l'actualité politique au Sénégal. Alors, M. Ba, le ministre des Mines, pour le nommer, Biram Souleye Diop, est en train de faire un tour dans les entreprises minières. Ce que les ministres précédents dans ce secteur ne faisaient pas du tout, ou bien la manière est différente. Vous appréciez ces méthodes-là? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que là-bas, c'était un domaine réservé pour une certaine classe politique. Les sociétés minières, etc. C'était des domaines réservés à une certaine classe politique, pour ne pas dire au président de la République. Alors donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça que les Sénégalais veulent. Il faut que les ressources nationales soient recensées comme il le faut. Il faut qu'on comprenne combien
on en a, comment dirais-je, les utiliser, et la quantité et tout cela, moi je crois que c'est une très bonne initiative. Ok. C'est une très bonne initiative. Alors, la visite des mines de Kédougou, surtout cette visite-là a marqué l'attention des Sénégalais. Ça veut dire que les Sénégalais avaient du mal à voir que cette usine s'implantait au Sénégal et que les gens n'ont aucune information de l'exploitation de l'or dans cette entité-là. Ce qu'ils sont en train de faire. Alors, d'ailleurs, de toute façon, ça a fait un tollé dans les réseaux sociaux. Les gens en ont parlé, et vraiment, c'était extraordinaire. C'est pas pour comment dire, c'est pour la raison. Qu'est-ce que je voulais dire? Raison pour laquelle Ousmane Sonko a dit il ne rencontre qu'au peuple. Oui. Parce que c'est le peuple qui l'a élu. Donc tout ce qu'ils font, c'est pour le peuple. Le peuple ne savait pas qu'on a autant d'or ici au Sénégal. Donc aujourd'hui, ils se rendent compte que on a quand même de l'or dans ce pays-là. Donc il faut l'exploiter, il faut que les Sénégalais en bénéficient. Alors pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi les autorités précédentes étaient muettes sur l'exploitation de l'or? Au moins, ils devaient une petite information à la population. Pourquoi ce mutisme-là? Alors, c'est la question que tous les Sénégalais se posent. C'est les accords qui n'ont pas été... c'est la politique de l'obscurantisme. Ouais. C'est-à-dire, c'est un domaine tellement réservé que c'était la vache laitière, quoi, en un mot. Ouais. C'était la vache laitière. Il fallait la protéger. Il ne fallait pas laisser que, comment dirais-je, à la grande masse de savoir ce qui se passe là-bas. Pour pouvoir quand même faire leur business. Et on a senti le lieu où on exploite cette ressource-là. Alors, la population s'appauvrit, ils n'ont aucune infrastructure. En revanche, les gens sont pauvres. Il fallait cacher ce trésor-là. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est une très mauvaise politique. Ouais. C'est une très mauvaise politique. C'est pour cela que les Sénégalais doivent prier pour ce nouveau régime. Pour ce nouveau régime-là. Parce que, quoi qu'on puisse dire quand même, ils sont en train de travailler pour ce pays-là. Quoi, ils posent des actes, des actes salutaires. Et remarque que j'ai faite sur eux, c'est que voilà des gars qui ne sont pas omnibulés par le pouvoir et encore moins par l'argent. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils vont nous amener très loin avec un avenir radieux. Ça, j'en suis persuadé. Et les gens sont pressés parce qu'ils viennent tout juste de prendre le pouvoir, même pas 3 mois. Et parce qu'ils savaient déjà tout. Ils avaient tout le nécessaire avant de venir. Ouais, c'est des inspecteurs. Mais justement, ils connaissaient tout. Ouais. Sans compter les informations, les renseignements qu'ils avaient avant d'arriver. Donc, il ne reste il faut appliquer. Ils ne font qu'appliquer. Ils savent tout. Mais est-ce que dans ce cas de figure-là également, la presse ne doit pas jouer son rôle d'informer juste et vrai? Malheureusement, ça devient un problème aujourd'hui. Parce que notre presse n'est plus la presse d'antan. Ouais. On a une presse, je ne voudrais pas dire cupide, mais bon, une presse qui travaille d'une manière vraiment pas trop démocratique. Ou bien une partie de la presse. Une partie de la presse, ouais. Oui. C'est pas tout le monde. Dire pratiquement presque toute la presse. Hein. Ouais. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est une presse qui ne cherche que de l'argent. Oui, mais est-ce que également une presse où les journalistes ne sont pas bien payés, une presse où vraiment ça laisse à désirer. C'est un problème. Alors là également, c'est un problème aussi. Ce n'est pas seulement au niveau donc il faudra revoir tout ça pour les mettre dans de très bonnes conditions. Parce que la presse, c'est le 4e pouvoir. Il peut détruire un pays.
Parce que quelqu'un qui n'est pas bien payé, quelqu'un qui n'est pas bien nanti et qui fait un travail de ce genre, c'est facile de le corrompre. Tout à fait. Même au niveau de la justice, il faut que les magistrats, les juges soient mis dans de bonnes conditions quand même pour pouvoir faire le travail correctement. En évitant quand même la corruption, etc. Tout à fait. Ça c'est normal, ça je suis parfaitement d'accord avec toi. Oui. Et parce que quand un patron de presse quand même va jusqu'à ouvrir une entreprise, il doit avoir quand même, il doit s'entourer de toutes les garanties pour pouvoir payer, comment dirais-je, normalement ses employés. Oui. Alors, si ces employés sont bien payés, alors la corruption n'aura pas de place. Et ce n'est pas seulement au niveau de la presse, c'est un peu partout. Alors, donc, quelle est la position de ce nouveau gouvernement également pour aider vraiment la presse à se mettre vraiment dans les... Il faut savoir recenser aussi la presse. Parce que presse, tout le monde parle presse, tout le monde fait de la presse. Alors, mais donc, il faut recenser la presse pour comprendre quelle est la presse la plus responsable, quand même, pour pouvoir... On ne peut pas aider toute cette presse. Il y en a trop. Surtout maintenant dans les réseaux sociaux, tout le monde se réclame journaliste et tout ça. Oui, parce que c'est un métier rentable. Et pourtant, c'est normal parce que la presse normale, on a créé des structures vraiment des structures légales. Alors qui permettent aux structures bien organisées qui sont dans les règles, alors en créant les cartes de presse, tout ça. Mais ce qu'on voit jusqu'à présent, même dans un événement, alors il y a des gens qui viennent, qui se réclament de la presse, alors qui prennent des informations, qui le filtrent, alors qui donnent pas la bonne information, rien que pour faire gagner de l'argent pour leur structure. Parce que les titres qui sont sortis récemment là, jusqu'à ce que, au point qu'on vienne les prendre, mais ça c'est des titres dangereux. Et ils ne l'ont fait exclusivement que pour la vente du journal. Parce que le titre à la une là, c'est ça qui vend le journal. Oui. Alors quand tu titres certaines choses, mais tout de suite le journal est acheté. Tout de suite, le journal est acheté. Tout à fait. Donc, c'est pour cela. Donc, il faut titrer d'une manière explosive pour que le journal soit acheté. Okay. Alors, donc, vraiment, il faut quand même aussi, on audite au niveau de la presse aussi. Hein, c'est pas n'importe quelle presse quand même qu'on doit aider. Parce qu'il y en a trop quand même. Il y en a trop. Il y en a trop quand même. Okay. Alors, on sort un peu. Nous sommes toujours dans le cas dans le camp de la corruption. 2 policiers en service à Kébémer auraient cédé des pots de vin offerts par une fille et ils ont encaissé une somme d'argent parce que la présumée avait une somme colossale d'argent. Voilà, donc ils ont été corrompus et la présumée corruptrice, les policiers, on a mené une enquête et les policiers ont été sanctionnés, mais la présumée corruptrice est libre et ne ferait l'objet d'aucune enquête. Ça c'est quoi, M. Ba? Je l'ai lu quelque part, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un quand même de se promener avec 25 millions aussi. On ne peut pas empêcher quelqu'un quand même qui circule avec 25 millions, surtout qu'on considère que c'est une femme d'affaires, elle a une entreprise, etc. Donc il n'y a rien de mal. Mais le jour quand même on saura que par exemple ces 25 millions-là viennent de quelque chose qui n'est pas, comment dirais-je, lucide, quelque chose comme ça. Bon, on pourrait quand même saisir l'argent. Mais présentement, quelqu'un qui se promène avec son argent, on ne peut pas l'interpeller. On ne peut pas l'interpeller. Alors, le président de la République, Bachir Diomaye Faye, sera à Thiaroye demain, samedi, pour le lancement du programme Setal Sunu Réew. Alors, c'est un programme
ambitieux, salutaire, mais ces devanciers ont initié ces genres de programmes-là. Oui, vous savez... Et jusqu'à présent, le problème persiste, le problème de l'insalubrité, ça persiste jusqu'à présent. Effectivement, Dakar est insalubre, c'est vrai. Mais je crois que le but de tout cela, c'est de jauger le terrain politique. C'est une façon de jauger le terrain politique, pour voir est-ce que réellement... Parce que depuis après les élections, ils n'ont pas encore touché, comment dirais-je, les populations, pour comprendre est-ce que jusqu'à présent, elles sont là ou pas. Donc c'est une façon, dans un premier temps, c'est une météo politique, pour voir est-ce que réellement, ces populations qui nous avaient élus avec 54%, est-ce que jusqu'à présent, elle est là ou quoi? Bon, en dehors de tout cela, moi c'est mon analyse sur ça. C'est une chose politique. Alors, mais ces temps-ci, on a constaté que le dégagement de la voie publique est bien réel dans certains quartiers de Dakar. Là où j'habite, au niveau du stade Léopold Sédar Senghor. Oui. Il commence à déguerpir, c'est bon. Même, à Keur Massar également. Oui, mais en ville aussi, on a besoin de ça. Parce que avant-hier, tout récemment, là, j'ai écrit un post sur ça, j'ai été en ville. Mais ce que j'ai vu sur les rues, c'est inadmissible, c'est insoutenable. Oui, mais Mouchiba, il y a trop de désordre là. Trop de désordre. Les marchands ambulants, les pousse-pousse, les gargotes. Les marchands, les étals, etc. Toutes les rues sont bouchées. Même les piétons ont des problèmes pour passer. Pour plus forte raison des véhicules. À partir de l'avenue Feder jusqu'à l'avenue André Pétavin, les alentours de Sandaga et tout. Mais tout ça c'est bouché. Les véhicules ne peuvent plus circuler. Les piétons même ont des problèmes. Tout à fait. À partir de aller Papa Gueye Fall, en passant par Petersen, etc. Là, mais tu ne peux pas passer. Mais le problème, peut-être, c'est pas de les déguerpir comme ça et de les laisser revenir après. Est-ce qu'ils ne... Parce que les autres... Il faut les réinstaller quelque part. Et la nature a horreur du but. Quand tu les enlèves quelque part et tu ne les mets pas quelque part, mais ils vont revenir. Mais le problème en est que ces marchands ambulants visent toujours les carrefours. Et les carrefours ne sont pas faits pour étaler les produits. Présentement, c'est la veille de la Tabaski. Mais il faut profiter de l'après-Tabaski pour régler ce problème-là. Maintenant, mettre des agents. Oui, j'ai constaté même, on a mis des points de garde. Maintenant, je vois qu'on installe des points de garde. Peut-être que ces gens-là seront là-bas éternellement pour pouvoir... mais une fois qu'on les déguerpisse, on peut mettre des agents pour surveiller la rue. C'est ce qu'on ne voyait pas. On les déguerpisse, les gens... les forces de l'ordre s'en vont et ils reviennent. Ils reviennent, mais ça c'est clair. Donc il faut les laisser là-bas nuit et jour. C'est ça, ils se relèvent, c'est tout. Mais est-ce que également la politique du gouvernement ne devrait pas être beaucoup plus rigoureuse? Essayer de désengorger Dakar, essayer de doter les autres villes du Sénégal de moyens, d'infrastructures qui peuvent retenir ces jeunes-là qui viennent en masse dans la capitale parce que les régions n'ont rien. Mais malheureusement, ça fait partie quand même d'un projet, d'un programme. Mais présentement, ils ne peuvent pas tout faire à la fois. Ça c'est clair. Parce que je l'ai dit il y a 2 ans. J'ai dit celui qui va remplacer Macky Sall, sa mission ce serait tout simplement les institutions, la constitution, comment dirais-je, les réformes, la modernisation, etc. Maintenant, 2 ans, 3 ans après, il entame, comment dirais-je, le développement. Mais dans un premier temps, il y a beaucoup de choses à régler. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que le Sénégal, c'est une plaie maintenant. Il y a une plaie. Et pour soigner une plaie, il faut quand même la saigner, la nettoyer, mettre tout le nécessaire et coller. 2 jours, 3 jours après, tu enlèves.
Il reste maintenant la cicatrice. Après, tu surveilles la cicatrice. Et le Sénégal, présentement, c'est une plaie. On nous a laissé un pays en lambeaux. Ce pays-là, il est en lambeaux présentement. Alors, donc, c'est pour cela que le fait qu'il a entamé ce dialogue sur la justice. Sur la justice, d'ailleurs, j'allais en venir. Oui. Les réformes sur la justice, on a constaté que le président a appelé tout le monde, Oui. la société civile, les politiques, l'opposition, même la population a été représentée. Même les détenus, les anciens détenus. Pour tenir en compte de toutes leurs Tu sais, Abdou. trucs. Donc ça montre d'ailleurs quelque chose qui l'intention est très sérieuse. Non, c'est parce qu'ils savent que la justice a été pointée du doigt. Mais moi, je dis personnellement, la justice en tant que telle, il n'y a pas trop de problèmes. Parce que la justice, c'est des textes, c'est des règles, etc. Mais c'est les hommes. Mais le problème, c'est au niveau des justiciers. Ah. Les justiciers, c'est ça qu'il faut régler. C'est bien. Il y a des réformes à faire. C'est vrai. Il y a, par exemple, il faut voir quand même les prérogatives du procureur qu'il faut revoir. Tout à fait. Et les gardes à vue, les retours de parquet, etc. Ça aussi, c'est important. Et ensuite, Les longues détentions. les longues détentions et les nominations des magistrats, c'est-à-dire au niveau du Haut Conseil de la magistrature, que le président, quand même, diminue ses prérogatives. On laisse le soin, quand même, aux magistrats de nommer leur père. En quelque sorte, il faut nettoyer. Parce qu'aussi, au temps de Macky Sall, ils ont créé des lois. C'était exclusivement pour faire la guerre aux opposants. Tout à fait. Parce que quand on crée une loi sur les manifestations pour considérer que c'est du terrorisme, etc., ça c'est des lois qu'il faut enlever. Tout à fait. Et ensuite moderniser, pourquoi? Parce qu'il y a des lois caduques qui ne collent plus à ce monde moderne. À l'actualité. Parce que la loi qui avait condamné Ousmane Sonko, avec le problème de Adji Sarr, cette loi, elle n'est plus conforme. Tout à fait. Donc c'est des lois qu'il faut enlever. Donc ça c'est des choses qu'il faut régler. C'est des choses qu'il faut régler. Mais maintenant, maintenir la loi qui protège le président de la République et le Premier ministre. Ouais. S'il le faut même la renforcer. Ouais. Parce que quand on a affaire avec des délinquants, il faut protéger le président. Tout à fait. Nous sommes dans un régime présidentiel. Parce qu'il a raison de dire que il ne faut pas qu'on ait une république des juges. Il a raison. Parce que nous sommes dans un régime présidentiel. Pour ne pas dire régime présidentiel pur et dur. Qui dit régime présidentiel dit un président fort. Un président fort, c'est celui qui est protégé par les lois. Par les lois. Donc, si le président est fragile, alors ça, c'est le problème. Ouais. Donc, le président, il faut le protéger, il faut le soutenir par des lois. Pour ne pas que, par exemple, des délinquants de nulle part s'attaquent à sa personnalité, etc. Qui fragilise le président de la République, fragilise le pays. Le pays, ça c'est vrai. D'ailleurs, le président est une institution. Oui, justement. On doit le respecter. On doit le mettre dans d'excellentes conditions. Quand les gens disent que ne c'est pas ce que vous nous aviez promis, alors, vous venez d'arriver, vous fermez, vous appelez, vous convoquez, etc. Je dis quand même. Mais si on laisse commencer mais c'est très grave. Si on laisse passer, c'est fini demain. Quand on dit que lui, il n'a rien fait, au moment où ce qu'il a dit, toi, tu n'oses pas le dire. Tu n'oses pas le dire publiquement. Tu n'oses pas le dire à ton père. Tu n'oses pas le dire à ton beau-père. On a vu, ils ont même nié au niveau du tribunal qu'ils ne voulaient pas dire ça. Et ils ont dit clairement, vraiment, ce que tous les Sénégalais ont bien entendu ça. Et ça pose problème. Donc il faut corriger, il faut y remédier. Il faut qu'il arrête ce jeu et laisser ce pays-là tranquille pour que ces gens-là travaillent. Parce que 2 mois, ça ne fait même pas 2 mois, il exige des choses, ça je ne suis pas d'accord. Il faut le laisser le temps quand même. D'ailleurs, la raison en est que les grosses pointures politiques ne parlent pas. Il n'y a que les bojo et les activistes qui parlent. Tout à fait.
Et ça, c'est des gens, c'est des bras armés. Ouais. Ils sont là parce qu'ils veulent déstabiliser, ils veulent détourner l'objectif, etc. D'ailleurs, si on prend l'exemple de l'Europe, si l'Europe est développée, c'est parce que les citoyens ont un certain patriotisme. Alors, ils respectent les lois, ils respectent les règlements et les institutions. Et quand tu décodes, alors là, tu es sanctionné, bien sûr. tu reçois une amende automatiquement. C'est la justice qui s'autosaisit. Qui s'autosaisit, tout à fait. La raison est que tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, sur les lois qu'on vote à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, c'est des politiciens qui sont là-bas, c'est des députés qui votent les lois. Moi, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes les lois, que ce soit une loi ordinaire, une loi organique, que toutes les lois passent par le Conseil constitutionnel pour voir si cette loi-là, elle est adéquate. Elle est conforme à nos réalités. Ça, c'est... Parce qu'à l'Assemblée nationale, le président, il veut sanctionner quelqu'un, il envoie des lois à l'Assemblée nationale, on lui vote la loi uniquement pour détruire un responsable politique. Donc, normalement, toutes les lois, après leur vote, elles doivent passer au Conseil constitutionnel, qu'elles soient organiques, ou ordinaires, pour vérification. Et au niveau du Conseil constitutionnel aussi, on doit, au-delà de 7 sages, on doit quand même mettre des professeurs de l'université, des professeurs de droit, au moins 2 ou 3 pour avis, pour des conseils. Ça, c'est normal. Ouais. Parce que, tout à fait. Voilà. Alors, en Afrique, particulièrement au Sénégal, il y a trop le laisser aller, sérieusement, et il faut y remédier pour se mettre sur la voie du développement. Alors, M. Ba, nous avons même dépassé l'heure. Ah oui, d'accord. Oui, parce que le débat est intéressant. Vous faites de très belles analyses. Moi, je suis tellement content quand je vous reçois dans ce studio. Alors, votre dernier mot, quel est le message que vous adressez en tant qu'acteur politique, en tant qu'ancien fonctionnaire, en tant que quelqu'un d'expérimenté qui a cheminé pendant longtemps avec les acteurs politiques? Quel est le message que vous donnez à la jeunesse sénégalaise, surtout présentement? D'être patiente. Elle doit être patiente et faire confiance quand même à ce régime. Et comprendre aussi que ce régime n'a pas une baguette magique. Le mal est profond. Il faut qu'on leur donne le temps de construire. Et pour ça, ce n'est pas facile. Il faut s'armer quand même de patience, une résilience. C'est ça qui nous permet quand même d'atteindre nos objectifs. Parce qu'ils ont posé des actes très forts au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, des industries. Alors donc, c'est ça qui développe un pays. C'est l'agriculture en général, c'est l'industrie, la fabrication et la transformation. Ils parlent tout à l'heure, ils parlent de la diminution des prix des denrées de première nécessité. Mais ça, c'est pas facile parce qu'on ne maîtrise pas notre alimentation. Tout est importé. Donc, il faut développer l'agriculture dans son sens large pour qu'on puisse quand même être maître de notre alimentation. Sinon, toujours on dépendra de l'Europe, on dépendra de l'Occident. De l'extérieur, tout à fait. Donc il faut patienter, il faut avoir confiance à ce régime et il faut que les gens quand même acceptent qu'ils sont là pour 5 ans, qu'ils les déstabilisent le pays et quand le pays est déstabilisé, tout le monde est déstabilisé. Et puis un pays ne se construit pas du jour au lendemain. Non, jamais. Ouais. Il y a tout un dispositif à faire. Voilà. Merci d'être là. Merci vraiment. Vous êtes notre consultant, le consultant de cette émission, aussi en politique. Donc c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et vraiment, nous sommes vraiment ravis. Merci au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop. Merci au rédacteur en chef Moussa Niang. Nous remercions également
tout le personnel de Océan FM. La partie technique a été assurée par Ibrahim Diop. La présentation, Abdou Diouf.